Le 9 avril 1731, au large de la Havane, le capitaine gallois Robert Jenkins ne se doutait pas qu'il allait déclencher une guerre qui durerait près d'une décennie. Sa brigantine Rebecca naviguait paisiblement vers Londres, chargée de sucre jamaïcain, quand soudain l'horizon se troubla. Un sloop espagnol de 16 rameurs, le San Antonio, fonçait droit sur lui. Le capitaine Juan León Fandiño commandait ce navire de la Guarda Costa, cette redoutable flotte espagnole chargée de traquer les contrebandiers britanniques dans les Banzitane, Caraïbes. Depuis des années, les tensions montaient entre les deux empires. L'Espagne considérait que toute marchandise transportée par des navires étrangers dans ses eaux coloniales constituait de la contrebande. Les Britanniques, eux, estimaient avoir le droit de commercer librement. Quand les Espagnols montèrent à bord de la Rebecca, ils fouillèrent méticuleusement chaque recoin du navire. Pas de contrebande visible, juste du sucre légal. Mais Fandiño ne se contenta pas de cette découverte. Il soupçonnait Jenkins de dissimuler quelque chose et décida d'employer des méthodes plus persuasives. Les marins espagnols attachèrent Jenkins au mât principal. 3 fois de suite, ils le hissèrent au sommet par une corde serrée autour de son cou, le laissant suffoquer avant de le faire redescendre brutalement dans la cale. Cette torture ne lui arrachant aucun aveu, Fandiño sortit son coutelas. Ce qui se passa ensuite reste gravé dans l'histoire. Selon le témoignage de Jenkins, le lieutenant Dors saisit son oreille gauche et la trancha d'un coup de lame. Un autre marin espagnol s'empara du lambeau de chair et l'arracha complètement. Puis, dans un geste théâtral, ils rendirent l'oreille à Jenkins en lui lançant « Va dire à ton roi George que nous lui ferons subir le même sort s'il ose continuer ses agissements. » Les Espagnols pillèrent ensuite tout ce qui avait de la valeur sur le Rebecca, y compris les instruments de navigation, avant de laisser le navire dériver en pleine mer. Par miracle, Jenkins parvint à ramener son navire en Angleterre le 11 juin 1731. Étonnamment, quand Jenkins débarqua à Londres avec son oreille conservée dans un bocal, sa mésaventure ne suscita qu'un intérêt modéré. À cette époque, la mutilation des oreilles constituait un châtiment relativement courant pour les criminels. L'opinion publique britannique considérait que les contrebandiers prenaient des risques en connaissance de cause. L'amiral Charles Stuart, commandant des forces britanniques en Jamaïque, adopta une position pragmatique. Dans une lettre confidentielle au gouverneur de la Havane datée du 12 septembre 1731, il protesta contre le traitement barbare et inhumain infligé à Jenkins. Mais dans ses correspondances privées avec Londres, Stuart reconnaissait que les contrebandiers britanniques n'étaient pas des saints. Les sloops qui naviguent depuis cette île, armés pour ce commerce illicite, se sont vantés devant moi d'avoir tué 7 ou 8 Espagnols sur leur propre côte. Le duc de Newcastle, secrétaire d'État responsable des colonies américaines, classa l'affaire sans suite. Jenkins témoigna devant les autorités, déposa sa plainte officielle, mais rien ne bougea. L'incident Jenkins rejoignit la longue liste des frictions quotidiennes entre les deux empires dans les Caraïbes. Pendant cette année, l'oreille de Jenkins resta dans l'oubli, conservée quelque part dans un bocal. Personne n'imaginait qu'elle ressurgirait pour devenir l'étincelle d'un conflit majeur. Les années 1730 transformèrent progressivement le climat diplomatique. En 1732, la création de la colonie britannique de Géorgie inquiéta Madrid. Cette nouvelle possession menaçait directement la Floride espagnole et les routes commerciales vitales vers l'Amérique du Sud. Les Espagnols y virent une provocation délibérée. L'année suivante, l'alliance entre la France et l'Espagne, le pacte de famille de 1733, alarma Londres. Les Britanniques craignaient que la France ne supplante leur influence commerciale en Amérique espagnole. Cette alliance franco-espagnole évoquait le spectre d'un encerclement de l'Empire britannique. Parallèlement, les activités de contrebande britannique s'intensifiaient. La Compagnie des mers du Sud, qui détenait le monopole officiel du commerce des esclaves avec l'Amérique espagnole, grâce à l'Asiento signé en 1713, utilisait ce privilège pour faire passer clandestinement des tonnes de marchandises.
Officiellement, elle pouvait envoyer un seul navire de 500 tonnes par an à Portobello. En réalité, elle en envoyait des dizaines, bourrées de textiles, d'outils et de produits manufacturés. La Guardia Costa espagnole intensifia ses patrouilles. Entre 1731 et 1737, les Espagnols capturèrent 52 navires britanniques soupçonnés de contrebande. Chaque saisie créait un incident diplomatique. Les marchands britanniques bombardaient le Parlement de pétitions réclamant des dédommagements. Ils estimaient leurs pertes à des millions de livres sterling. En août 1737, 2 nouveaux navires britanniques furent arraisonnés près de la Havane. Cette fois, ils ne transportaient que quelques billes de bois du Honduras. Mais les Espagnols les conduisirent au port avec leur pavillon en berne et le drapeau britannique abaissé. Cette humiliation publique fit scandale à Londres. Robert Walpole, Premier ministre britannique depuis 1721, incarnait la politique de paix. Cet homme pragmatique savait que la guerre coûtait cher et rapportait rarement. Il préférait négocier, temporiser, chercher des compromis diplomatiques. Mais ses opposants politiques flairaient l'opportunité. Les Tories, exclus du pouvoir, depuis des décennies, trouvaient enfin un terrain d'attaque efficace contre Walpole. Ils accusaient le gouvernement Whig de faiblesse face aux outrages espagnols. Selon eux, l'honneur britannique exigeait une réponse ferme. La Compagnie des mers du Sud rejoignit cette campagne belliciste. Ses dirigeants espéraient qu'une Thatcher, victoire militaire, leur ouvrirait les marchés sud-américains. Ils finançaient discrètement les pamphlets anti-espagnols qui circulèrent dans Londres. En 1738, les négociations diplomatiques s'enlisèrent. L'Espagne suspendit l'Asiento, privant officiellement les Britanniques de leur droit de commercer avec l'Amérique espagnole. Cette décision fit l'effet d'une déclaration de guerre économique. C'est dans ce contexte explosif que l'opposition ressortit l'affaire Jenkins de ses cartons poussiéreux. L'oreille coupée de 1730 et un allait devenir l'arme de propagande parfaite. En mars 1738, les opposants à Walpole convoquèrent Robert Jenkins devant une commission de la Chambre des communes. Le spectacle était minutieusement orchestré. Devant les députés assemblés, Jenkins raconta son calvaire avec un talent de conteur consommé. Il décrivit sa torture, ses cris de douleur, l'humiliation subie face aux Espagnols ricanants. Puis, dans un geste théâtral qui marqua les esprits, il sortit son oreille conservée dans son bocal. Certains témoins affirment qu'elle était enveloppée dans du coton, d'autres qu'elle baignait dans l'alcool. Peu importe, l'effet fut saisissant. Quand on lui demanda ce qu'il avait fait pendant sa torture, Jenkins prononça la phrase qui fit le tour de l'Angleterre. « J'ai recommandé mon âme à Dieu et ma cause à mon pays. » Ces mots simples mais puissants galvanisèrent l'opinion publique. Les journaux londoniens s'emparèrent de l'affaire. Les caricaturistes représentèrent Walpole s'évanouissant devant l'oreille coupée de Jenkins. Les poètes composèrent des vers vengeurs. Alexander Pope, le plus célèbre écrivain de l'époque, écrivit « Et reconnaissons que l'Espagnol a fait une chose espiègle qui coupa nos oreilles et les envoya au roi. » La stratégie fonctionna parfaitement. L'oreille de Jenkins devint le symbole de l'arrogance espagnole. Dans les tavernes, sur les marchés, dans les salons aristocratiques, on ne parlait plus que de venger cette humiliation. Robert Walpole résista autant qu'il put. Il savait que l'Espagne possédait des forteresses redoutables en Amérique du Sud. Il connaissait les ravages que les maladies tropicales feraient dans les rangs britanniques. Il pressentait que cette guerre coûterait plus qu'elle ne rapporterait. Mais la pression devint intenable. Le roi George II lui-même réclamait la guerre. Son fils, le prince de Galles, pourtant en conflit permanent avec son père, partageait pour une fois son opinion. Les marchands promettaient des victoires faciles et des profits immenses. L'opposition parlementaire accusait Walpole de trahir l'honneur national. Les ultimes tentatives diplomatiques échouèrent. La Convention de Pardo, signée en janvier 1739, était censée résoudre les différends. L'Espagne promettait de dédommager les marchands britanniques, tandis que la Compagnie des mers du Sud verserait sa part des bénéfices
de l'Asiento au roi Philippe V d'Espagne. Mais la compagnie refusa de payer, sabotant les accords. Le 23 octobre 1739, le Parlement britannique ratifia officiellement la déclaration de guerre. La guerre de l'oreille de Jenkins venait de commencer. L'amiral Edward Vernon incarnait l'esprit combatif britannique. Cet homme irascible mais compétent haïssait les Espagnols depuis des décennies. Dès juillet 1739, avant même la déclaration officielle de guerre, il avait pris la mer avec 6 vaisseaux de ligne, direction les Caraïbes. Vernon connaissait parfaitement la géographie stratégique de l'Empire espagnol. 2 fois par an, des flottes chargées d'or et d'argent quittèrent l'Amérique du Sud pour Cadix. Elles se rassemblaient dans 2 ports fortifiés, Veracruz au Mexique et Portobello au Panama. Frapper ces centres névralgiques paralyserait l'économie espagnole. Portobello était réputé imprenable. Ses murailles épaisses, ses canons, nombreux et sa garnison expérimentée avaient découragé toutes les tentatives d'assaut précédentes. En 1727, une expédition britannique s'était retirée après avoir subi de lourdes pertes dues aux maladies tropicales. Mais Vernon disposait d'un avantage crucial, l'effet de surprise. Les Espagnols ne s'attendaient pas à une attaque si rapide et si massive. Le 22 novembre 1739, la flotte britannique apparut devant Portobello à l'aube. Le bombardement commença immédiatement. Les canons britanniques pilonnaient méthodiquement les fortifications espagnoles. Les défenseurs ripostèrent courageusement, mais ils étaient submergés par la puissance de feu britannique. En moins de 24 heures, les murailles s'effondraient et la garnison se rendait. Les Britanniques occupèrent Portobello pendant 3 semaines. Ils détruisirent systématiquement les fortifications, les entrepôts et les installations portuaires. Leur objectif était clair, rendre ce port inutilisable pour les Espagnols pendant des années. La nouvelle de cette victoire électrisa l'Angleterre. Les cloches sonnèrent dans tout le royaume. La chanson Rule Britannia fut composée pour célébrer le triomphe de Vernon. Des banquets furent organisés en son honneur dans toutes les grandes villes britanniques. Cette victoire sembla valider l'optimisme des partisans de la guerre. Si Portobello était tombé si facilement, les autres places fortes espagnoles suivraient bientôt. L'Amérique du Sud s'ouvrirait aux marchands britanniques. L'Empire espagnol s'effondrerait. Encouragé par son succès, Vernon décida de s'attaquer à un objectif plus ambitieux, Carthagène des Indes, dans l'actuelle Colombie. Cette ville constituait le principal port d'exportation de l'or sud-américain vers l'Espagne. Sa conquête porterait un coup fatal à l'économie espagnole. Mais Carthagène n'était pas Portobello. Ses défenses étaient autrement plus redoutables. La ville était protégée par des murailles massives, des forts échelonnés et une baie parsemée de récifs. Surtout, elle était commandée par Blas de Lezo, un marin légendaire qui avait perdu un œil, une jambe et un bras dans les combats précédents, mais dont le génie tactique était reconnu dans toute l'Europe. Vernon constitua la plus grande armada que l'Angleterre ait jamais envoyée outre-mer, 186 navires transportant 23 000 hommes. Cette armée incluait des régiments réguliers, des milices coloniales américaines et des esclaves affranchis. Parmi les volontaires se trouvait Lawrence Washington, demi-frère du futur George Washington. L'expédition était un cauchemar logistique. Coordonner les mouvements de tant de navires à travers l'Atlantique relevait de l'exploit. Les rivalités entre les commandants compliquaient encore la situation. Vernon détestait Thomas Wentworth, le général chargé des troupes terrestres. Leur dispute constante sapait l'efficacité militaire britannique. L'assaut commença en mars 1741. Les Britanniques établirent leur base sur l'île de Tierra Bomba, face à Carthagène. Leur plan consistait à bombarder les forts extérieurs, puis à lancer un assaut amphibie sur la ville. Les premiers jours se déroulèrent selon les prévisions. L'artillerie navale britannique réduisit au silence plusieurs batteries espagnoles. Les troupes débarquèrent et s'emparèrent de quelques positions avancées. Vernon proclama prématurément sa victoire et envoya des dépêches triomphantes à Londres. Blas de Lezo attendait son heure.
Ce vétéran de 60 ans avait affronté les Britanniques dans la Méditerranée, en Italie et dans les Caraïbes. Il connaissait leurs tactiques et leurs faiblesses. Sa stratégie consistait à les laisser s'épuiser contre ses défenses extérieures, puis à les frapper quand ils seraient affaiblis. Le commandant espagnol avait méticuleusement préparé sa défense. Il avait fait venir des renforts de Cuba et de la Nouvelle-Grenade. Il avait stocké des vivres et des munitions pour soutenir un siège prolongé. Surtout, il comptait sur ses alliés les plus fidèles, la fièvre jaune et la dysenterie. Les Tazedis, maladies tropicales, frappèrent l'armée britannique avec une violence épouvantable. Dans la chaleur moite des Caraïbes, les soldats européens tombaient comme des mouches. Chaque jour, des centaines d'hommes mouraient de fièvre. Les hôpitaux de campagne débordaient de malades délirants. Les attaques britanniques se succédaient sans succès. Chaque assaut contre les murailles de Carthagène se soldait par un massacre. Les défenseurs espagnols, retranchés derrière leurs fortifications, décimaient les assaillants. Les cadavres britanniques s'entassaient au pied des remparts. Vernon et Wentworth se rejetaient mutuellement la responsabilité de ces échecs. Leur querelle paralysait le commandement britannique. Les soldats perdèrent confiance en leur chef. Le moral s'effondrait. En mai 1741, après 2 mois de siège infructueux, les Britanniques abandonnèrent. Ils rembarquèrent les survivants et regagnèrent la Jamaïque. Sur les 23 000 hommes de l'expédition, moins de 8 000 étaient encore en état de combattre. Carthagène demeurait espagnole. L'échec de Carthagène ébranla profondément l'Angleterre. L'opinion publique, qui avait applaudi aux victoires faciles, découvrait brutalement les réalités de la guerre. Les familles pleuraient leurs morts, les marchands comptaient leurs pertes, les contribuables supportaient des impôts de guerre de plus en plus lourds. Robert Walpole, qui avait prédit cette catastrophe, ne put éviter les conséquences politiques de la défaite. Ses opposants l'accusaient d'avoir mal préparé l'expédition. Il réclamait sa démission et des comptes sur la gestion du conflit. En 1742, Walpole dut abandonner le pouvoir. Sa chute marquait la fin d'une époque. Pendant 21 ans, cet homme avait maintenu la paix et la prospérité britannique. La guerre de l'oreille de Jenkins avait brisé sa carrière et transformé la politique britannique. Le nouveau gouvernement, dirigé par Lord Wilmington, orienta l'effort de guerre vers l'Europe. La guerre de l'oreille de Jenkins se fondit progressivement dans la guerre de succession d'Autriche, conflit plus vaste qui embrasait tout le continent. Pendant que les flottes s'affrontaient dans les Caraïbes, un autre théâtre d'opération s'ouvrait en Amérique du Nord. La frontière entre la Géorgie britannique et la Floride espagnole devenait une zone de guerre permanente. James Oglethorpe, fondateur et gouverneur de la Géorgie, reçut du roi George II l'ordre de nuire aux sujets espagnols de la meilleure manière possible. Ce militaire expérimenté organisa une coalition avec les tribus creek locales, traditionnellement hostiles aux Espagnols. En janvier 1740, Oglethorpe lança la première offensive. Ses troupes s'emparèrent des forts espagnols de Picolata et de San Francisco de Pupo, le long de la rivière Saint-Jean. Ces succès initiaux encouragèrent les Britanniques à viser plus haut Saint-Augustin, la capitale de la Floride espagnole. Saint-Augustin était la plus ancienne ville européenne d'Amérique du Nord. Fondée en 1565, elle avait résisté à tous les assauts précédents. Ses murailles de pierre et sa position stratégique en faisaient une forteresse redoutable. Le siège de Saint-Augustin commença au printemps 1740. Oglethorpe établit un blocus maritime avec l'aide de la Royal Navy, tandis que ses troupes terrestres encerclèrent la ville. Le plan semblait parfait sur le papier, mais les Espagnols avaient préparé leur défense. Ils avaient stocké des vivres pour plusieurs mois et renforcé leurs fortifications. Surtout, ils bénéficiaient d'une garnison multiraciale unique. Des soldats espagnols réguliers combattaient aux côtés d'esclaves affranchis et d'Indiens séminoles. Au nord de Saint-Augustin s'élevait Formose, une place forte inhabituelle. Ses défenseurs étaient des esclaves échappés des plantations britanniques de Caroline et de Géorgie.
L'Espagne leur avait accordé la liberté en échange de leur conversion au catholicisme et de leur service militaire. Cette politique espagnole terrifiait les planteurs britanniques. L'idée que leurs esclaves puissent trouver la liberté en fuyant vers la Floride sapait les fondements de l'économie coloniale. Formose symbolisait cette menace existentielle. Oglethorpe décida de s'emparer de ce fort pour couper les communications entre Saint-Augustin et l'intérieur des terres. L'attaque fut lancée à l'aube du 26 juin 1740. Les soldats britanniques et leurs alliés Creek fondirent sur les positions espagnoles. Mais les défenseurs de Formose étaient animés d'une détermination particulière. Ces hommes se battaient pour leur liberté récemment acquise. Ils connaissaient le sort qui les attendait s'ils étaient capturés, l'esclavage ou la mort. Le combat fut bref mais sanglant. Les Espagnols et leurs alliés afro-descendants repoussèrent l'assaut britannique, infligeant de lourdes pertes aux attaquants. Cette victoire espagnole, connue sous le nom de bataille de Bloody Moss, brisa l'élan de l'offensive britannique. Le siège de Saint-Augustin s'enlisa. Pendant des mois, les deux armées se firent face sans résultat décisif. Les maladies et la chaleur épuisaient les assiégeants. Finalement, Oglethorpe dut lever le siège et se replier vers la Géorgie. Les Espagnols ne restèrent pas passifs. En 1742, ils organisèrent une expédition de représailles contre la Géorgie. Une flotte partie de Cuba débarqua des troupes dans l'île Saint-Simon, au cœur du territoire britannique. L'invasion espagnole semblait devoir réussir. Les envahisseurs étaient nombreux et bien équipés. Ils progressèrent envers Frederica, la principale ville de l'île, espérant s'en emparer rapidement. Mais Oglethorpe ne se laissa pas surprendre. Il organisa une défense mobile, harcelant les Espagnols avec ses rangers et ses alliés indiens. Sa connaissance parfaite du terrain lui donnait un avantage crucial. Le 7 juillet 1742, les deux armées s'affrontèrent dans un marais de l'île Saint-Simon. Ce combat, connu sous le nom de bataille de Bloody Marsh, ne dura que quelques heures. Les Britanniques tendirent une embuscade aux colonnes espagnoles, les dispersant dans les marécages. La défaite espagnole fut complète. Ils rembarquèrent précipitamment et regagnèrent Cuba, abandonnant leur projet de conquête. Cette victoire sauva la Géorgie et confirma la domination britannique sur la côte nord-américaine. Pendant que les armées s'affrontaient dans les Caraïbes et en Floride, une autre expédition britannique tentait un raid audacieux dans le Pacifique. En septembre 1740, le commodore George Hanson appareilla d'Angleterre avec 6 navires et 1900 hommes. Sa mission consistait à contourner l'Amérique du Sud par le cap Horn, puis à attaquer les possessions espagnoles sur la côte pacifique. Ce projet, d'une ambition démesurée, visait à ouvrir un second front contre l'Espagne à l'autre bout du monde. Le voyage d'Hanson tourna rapidement au cauchemar. Les tempêtes du cap Horn dispersèrent sa flotte. Le bain, scorbut et le typhus décimèrent ses équipages. Quand il atteignit enfin le Pacifique, il ne lui restait plus qu'un seul navire en état de combattre. Malgré ses revers, Hanson poursuivit sa mission avec un courage admirable. Il attaqua et pilla la petite ville de Paita, au Pérou. Puis il traversa le Pacifique, espérant intercepter le galion de Manille, ce navire au trésor qui reliait les Philippines au Mexique une fois par an. Le 20 juin 1743, au large des Philippines, Hanson réalisa enfin son rêve. Il captura le galion Nuestra Señora de Covadonga, chargé de plus d'1 million de pièces d'or. Cette prise fabuleuse compensait partiellement les échecs britanniques dans les Caraïbes. Hanson rentra en Angleterre en juin 1744, après avoir fait le tour du monde en 3 ans et demi. Son odyssée épique frappa les imaginations, mais ne changea pas l'issue de la guerre. À partir de 1742, la guerre de l'oreille de Jenkins perdit progressivement son identité propre. Elle se fondit dans la guerre de succession d'Autriche, conflit plus vaste qui opposait toutes les grandes puissances européennes. En Europe, la France et l'Espagne s'alliaient contre l'Autriche et l'Angleterre. Les enjeux dépassaient largement les questions commerciales des Caraïbes.
Il s'agissait de redessiner la carte de l'Europe et de redéfinir l'équilibre des puissances. Cette évolution marginalisa les théâtres américains. Les gouvernements européens concentrèrent leurs efforts sur les campagnes en Flandre, en Italie et en Allemagne. Les Caraïbes devinrent un front secondaire. Les dernières opérations majeures de la guerre de l'oreille de Jenkins eurent lieu en 1742-1743. Après cette date, les affrontements se limitèrent à des escarmouches et à des raids de corsaires. L'élan initial s'était épuisé. La guerre de l'oreille de Jenkins s'acheva officiellement le 18 octobre 1748 avec le traité d'Aix-la-Chapelle. Ce texte restituait toutes les conquêtes territoriales et rétablissait le statu quo ante bellum. 9 années de guerre n'avaient abouti à aucun changement territorial significatif. Le bilan humain était tragique. Environ 35 000 hommes avaient péri, principalement de maladies. Les expéditions britanniques dans les Caraïbes avaient perdu 90% de leurs effectifs. L'Amérique du Nord avait été moins touchée, mais avait tout de même payé un lourd tribut. Économiquement, la guerre avait ruiné les espoirs britanniques. Les marchands n'avaient pas conquis les marchés sud-américains. Les coûts militaires avaient dépassé les gains espérés. L'endettement public britannique avait explosé. Politiquement, le conflit avait transformé l'Angleterre. La chute de Walpole marquait la fin de la politique de paix. Désormais, les Britanniques acceptaient la guerre comme un instrument normal de leur expansion impériale. Pour l'Espagne, la guerre avait révélé à la fois sa faiblesse et sa résilience. Ces colonies américaines avaient résisté aux assauts britanniques, mais au prix d'efforts considérables. L'Empire espagnol avait survécu, mais il était affaibli. L'ironie de cette guerre réside dans son nom même. Ce conflit majeur, qui mobilisa des dizaines de milliers d'hommes et coûta des millions de livres, tire son nom d'un incident mineur vieux de 8 ans. L'oreille de Jenkins ne fut qu'un prétexte pour justifier une guerre que les puissances européennes préparaient déjà. Les véritables enjeux dépassaient largement le sort d'un capitaine gallois. Il s'agissait de contrôler les richesses du Nouveau Monde, de dominer les routes commerciales, d'imposer sa vision de l'ordre international. L'oreille de Jenkins ne fut que l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Cette instrumentalisation de l'incident révèle la sophistication de la propagande politique du XVIIIe siècle. Les opposants à Walpole maîtrisèrent parfaitement l'art de manipuler l'opinion publique. Ils transformèrent une anecdote, sordide en symbole national, un fait divers en casus belli. La mise en scène parlementaire de mars 1738 préfigurait les techniques modernes de communication politique. Les organisateurs savaient que l'image de l'oreille coupée marquerait plus les esprits que 1000 discours diplomatiques. Ils avaient raison. Cette image fit le tour de l'Europe. Cette guerre nous enseigne comment les incidents diplomatiques peuvent dégénérer. En 1731, l'affaire Jenkins était un simple fait divers colonial. 7 ans plus tard, elle justifiait une guerre européenne. Cette escalation révèle la fragilité des relations internationales au XVIIIe siècle. Robert Jenkins lui-même disparut de l'histoire après 1738. On ignore ce qu'il devint après son témoignage parlementaire. Certains historiens pensent qu'il mourut vers 1743, mais aucune source ne le confirme. L'homme dont l'oreille déclencha une guerre sombra dans l'oubli, éclipsé par les événements qu'il avait involontairement provoqués. La véracité même de son témoignage reste débattue. Des contemporains comme Edmund Burke doutèrent de son récit, parlant de la fable des oreilles de Jenkins. Les registres espagnols confirment l'arraisonnement du Rebecca, mais ne mentionnent aucune mutilation. Cette incertitude ajoute une dimension troublante à l'histoire. Peu importe finalement que l'oreille ait été réellement coupée. Ce qui compte, c'est que l'opinion publique britannique y a cru. Cette croyance collective transforma un incident douteux en symbole puissant. La vérité historique céda le pas à la mythologie politique. Pour les colonies américaines, cette guerre marqua un tournant. Les milices coloniales avaient combattu aux côtés des troupes régulières britanniques. Cette expérience militaire commune renforça les liens entre les différentes colonies. Lawrence Washington, qui survécut à l'expédition de Carthagène,
baptisa sa plantation Mount Vernon en hommage à l'amiral Vernon. Des décennies plus tard, son demi-frère, George Washington, hériterait de cette propriété et de ce nom chargé d'histoire militaire. Les colonies du Sud découvrirent leur vulnérabilité face aux incursions espagnoles. La menace que représentait Formose pour l'institution esclavagiste marqua profondément les planteurs. Cette peur contribua à durcir les lois sur l'esclavage et à renforcer la surveillance des populations serviles. La Géorgie, qui n'avait que 6 ans d'existence quand la guerre éclata, prouva sa viabilité en résistant aux attaques espagnoles. Oglethorpe et ses colons avaient transformé un territoire disputé en bastion britannique solide. Cette réussite encouragea l'expansion vers l'ouest. Cette guerre accéléra l'évolution de la stratégie navale britannique. L'échec de Carthagène démontra les limites des opérations amphibies à grande échelle. Les Britanniques en tirèrent des leçons qu'ils appliquèrent lors des conflits suivants. La Royal Navy développa de nouvelles tactiques de blocus et de guerre commerciale. Au lieu d'attaquer frontalement les forteresses espagnoles, elle se concentra sur l'interception des convois et le harcèlement des côtes ennemies. Cette stratégie s'avéra plus efficace et moins coûteuse. L'expédition d'Anson prouva la faisabilité des raids à longue distance. Malgré ses pertes énormes, elle ouvrit la voie aux futures opérations britanniques dans le Pacifique. Les 6 leçons apprises lors de ce périple servirent lors des guerres napoléoniennes. Les techniques de navigation et de cartographie progressèrent grâce aux expéditions militaires. Les marins britanniques découvrirent de nouvelles routes, explorèrent des côtes inconnues, perfectionnèrent leurs instruments. Ces avancées profitèrent ensuite au commerce et à l'exploration scientifique. La guerre de l'oreille de Jenkins marqua l'émergence de l'opinion publique comme force politique. Pour la première fois, un gouvernement britannique fut contraint de déclarer la guerre sous la pression populaire. Cette évolution annonçait les transformations démocratiques du siècle suivant. Les techniques de propagande se sophistiquèrent. Les pamphlets, les caricatures, les chansons populaires devinrent des armes politiques redoutables. Les opposants à Walpole maîtrisaient ces nouveaux outils de communication de masse. La presse joua un rôle crucial dans la mobilisation de l'opinion. Les journaux londoniens relayèrent et amplifièrent l'affaire Jenkins. Ils créèrent un climat émotionnel favorable à la guerre, préparant le terrain pour la mobilisation militaire. Cette manipulation de l'opinion eut des conséquences durables. Elle établit un précédent dangereux, celui de la guerre justifiée par l'émotion populaire plutôt que par l'intérêt national froidement calculé. Ce précédent fut invoqué lors de conflits ultérieurs. En Europe, cette guerre modifia l'équilibre des alliances. La France et l'Espagne se rapprochèrent face à la menace britannique. Cette alliance franco-espagnole influença la diplomatie européenne pendant des décennies. L'Autriche, traditionnellement alliée de l'Espagne, se rangea du côté britannique par opposition à la France. Ces bouleversements diplomatiques redéfinirent la carte politique européenne et préparèrent les conflits du milieu du siècle. La guerre révéla la montée en puissance de la Grande-Bretagne comme force navale mondiale. Malgré ses échecs tactiques, elle démontra sa capacité à projeter sa puissance militaire aux 4 coins du globe. Cette démonstration de force impressionna les cours européennes. L'Espagne, malgré sa résistance victorieuse, accusait le coup. Ses finances étaient épuisées, ses colonies affaiblies, sa marine décimée. Cette guerre marqua le début du déclin espagnol, même si ce processus prendrait encore des décennies à s'achever. Économiquement, cette guerre transforma les rapports commerciaux dans l'Atlantique. Bien qu'elle n'ait pas ouvert les marchés sud-américains aux Britanniques, elle affaiblit le monopole espagnol. La contrebande se développa, préparant l'expansion commerciale britannique du siècle suivant. Les compagnies commerciales britanniques tirèrent des leçons de leurs échecs. Elles diversifièrent leurs investissements, explorèrent de nouveaux marchés, perfectionnèrent leurs méthodes. Cette adaptation leur permit de dominer le commerce mondial au XIXe siècle. L'industrie navale britannique bénéficia des commandes militaires. Les chantiers navals se modernisèrent, les techniques de construction progressèrent, la capacité de production augmenta. Ces améliorations servirent l'expansion commerciale pacifique. Le financement de la guerre força l'innovation financière.
La Banque d'Angleterre développa de nouveaux instruments de crédit, perfectionna ses méthodes de collecte de fonds, rationalisa la gestion de la dette publique. Ces innovations révolutionnèrent les finances publiques britanniques. Cette guerre révéla l'importance cruciale de la médecine militaire. Les pertes dues aux maladies dépassaient largement celles des combats. Cette leçon poussa les autorités britanniques à améliorer l'hygiène et les soins médicaux dans leurs forces armées. Les expéditions tropicales firent progresser la connaissance des maladies endémiques. Les médecins militaires observèrent la fièvre jaune, la dysenterie, le scorbut. Leurs observations contribuèrent au progrès de la médecine tropicale. L'organisation des hôpitaux militaires s'améliora. Les services de santé développèrent de meilleures procédures d'évacuation, perfectionnèrent leurs techniques chirurgicales, rationalisèrent l'approvisionnement en médicaments. Ces progrès médicaux profitèrent ensuite aux populations civiles. Les techniques développées pour soigner les soldats furent adaptées aux besoins civils. La médecine britannique du XVIIIe siècle bénéficia largement de l'expérience militaire acquise lors de cette guerre. Cette guerre inspira les écrivains et les artistes. Les exploits de Vernon et d'Anson alimentèrent la littérature d'aventure. Les romans maritimes du XVIIIe siècle puisèrent largement dans ces événements. Les historiens débattent encore de ses causes et de ses conséquences. Chaque génération réinterprète ces événements selon ses propres préoccupations. La guerre de l'oreille de Jenkins reste un laboratoire d'analyse pour comprendre les mécanismes de l'impérialisme européen. Les mémorialistes de l'époque laissèrent des témoignages précieux. Leurs récits, parfois partiaux mais toujours vivants, nous font revivre l'atmosphère de ces combats lointains. Ces sources primaires éclairent les motivations et les mentalités des protagonistes. La cartographie de l'époque conserve la trace de ces expéditions. Les cartes marines britanniques s'enrichirent des découvertes réalisées pendant la guerre. Ces documents constituent un patrimoine scientifique précieux pour les historiens. L'ironie suprême de cette histoire réside dans son dénouement. Robert Jenkins, dont l'oreille avait déclenché tant de fureur, mourut probablement dans l'indifférence générale. Sa mutilation, qui avait ému l'Angleterre entière, sombra dans l'oubli dès que la guerre se termina. Les hommes qui avaient orchestré cette campagne de propagande disparurent eux aussi de la scène politique. Les Tories, qui avaient tant réclamé la guerre, furent écartés du pouvoir pendant des décennies. Leur victoire parlementaire se révéla être un piège. Walpole, le pacifiste contraint à la guerre, eut sa revanche posthume. L'histoire lui donna raison. Cette guerre ne servit à rien, coûta très cher et affaiblit finalement la Grande-Bretagne. Sa sagesse politique ne fut reconnue qu'après sa mort. Les véritables vainqueurs furent peut-être les Espagnols. Ils conservèrent leur colonie, maintinrent leur empire, préservèrent leur honneur. Carthagène et Saint-Augustin résistèrent aux assauts britanniques. Place de Lezo mourut en héros, même si sa gloire fut éclipsée par les défaites ultérieures de l'Espagne. La guerre de l'oreille de Jenkins illustre parfaitement comment les grands événements historiques naissent parfois d'incidents dérisoires. Une oreille coupée en 1731 déclencha une guerre qui dura jusqu'en 1748, mobilisa 3 continents et coûta des dizaines de milliers de vies humaines. Cette disproportion entre la cause et l'effet révèle les tensions profondes qui travaillaient l'Europe du XVIIIe siècle. La rivalité anglo-espagnole, la question coloniale, l'équilibre européen, tous ces enjeux majeurs cherchaient un prétexte pour s'exprimer. L'oreille d'un seul Jenkins leur fournit ce prétexte. L'habileté des manipulateurs politiques transforma un fait divers en symbole national. Ils surent exploiter les ressorts psychologiques de l'opinion publique, jouer sur l'honneur et la fierté nationale, transformer l'indignation en fureur guerrière. Cette manipulation réussit au-delà de leurs espérances. Mais l'histoire se chargea de rétablir les proportions. Cette guerre, pour une oreille, ne changea finalement rien aux rapports de force internationaux. Elle épuisa les belligérants sans profit durable. Elle illustra l'absurdité des conflits menés pour l'orgueil plutôt que pour l'intérêt. Aujourd'hui, le nom de Robert Jenkins survit uniquement grâce à cette guerre qui porte son nom.
Son oreille coupée lui assura une immortalité qu'aucun exploit maritime n'aurait pu lui procurer. Cette immortalité dérisoire résume toute l'ironie de cette histoire. Un homme entra dans l'histoire pour avoir perdu une partie de son corps, et cette perte déclencha un conflit mondial qui ne servit finalement à rien. L'oreille de Jenkins nous rappelle que l'histoire obéit parfois à une logique implacable. Les causes les plus insignifiantes peuvent produire les effets les plus considérables, et les entreprises les plus ambitieuses peuvent aboutir aux échecs les plus retentissants. Cette leçon d'humilité mérite d'être méditée par tous ceux qui croient pouvoir contrôler le cours des événements humains.